nous sommes au Musée du Luxembourg. Je vais vous présenter l'exposition Gertrude Stein et Pablo Picasso, l'invention du langage, qui entend présenter le duo absolument mythique de cette écrivaine d'avant-garde américaine qui est Gertrude Stein et le fameux peintre Pablo Picasso. Pourquoi présenter ce duo? C'est revenir en fait sur la genèse du cubisme, comment ces deux personnalités, tant du côté de l'écriture que du côté de la peinture, vont par leurs échanges amicaux, mais également intellectuels, sensibles, artistiques, vont être à l'origine du cubisme, la première avant-garde du XXe siècle. C'est donc à partir d'un parcours en deux temps, tout d'abord celui que nous avons appelé le Paris Moment, en reprenant une expression de Gertrude Stein, que nous allons inviter le spectateur, le visiteur, à regarder, à contempler une série d'œuvres de Picasso, mais aussi de Braque, de Gris, qui permet d'avancer, je dirais, dans le mouvement du cubisme à travers ces différentes étapes. Deuxième temps de l'exposition, The American Moment, qui va tenter de montrer la réception du cubisme en général sur la scène américaine, mais plus particulièrement la réception et je dirais l'héritage de l'œuvre littéraire de Gertrude Stein sur la scène américaine. C'est un aspect qui n'a pas été étudié précisément, pourtant la poésie steinienne, avec ses caractéristiques tant sur la répétition, sur la sérialité, sur des figures simples comme le cercle ou la tautologie, est extrêmement fondamentale pour certains mouvements de l'art américain. Alors, l'amitié Stein-Picasso est totalement parallèle de l'histoire du cubisme. Et Stein a été une des rares, avec Apollinaire, à assister à la création des Demoiselles d'Avignon. Les Demoiselles d'Avignon qui est le chef-d'œuvre du cubisme mais aussi du modernisme. Au moment où Picasso travaille dans son atelier en 1907 autour de ce très grand tableau des Demoiselles d'Avignon, il accumule des études que l'on voit ici et Stein achètera un carnet d'études très proche de ce travail. Stein écrit au même moment, elle reprend son grand œuvre The Making of Americans, qui est donc la fabrique ou la fabrication des Américains ou de l'Amérique, et elle va expérimenter son écriture de la même façon que Picasso, en parallèle, expérimente la représentation, ou en tout cas une reformulation de la représentation de la figure. En suivant Stein et Picasso, en fait, on suit l'histoire du cubisme et on s'avance vers les années 10, c'est-à-dire un moment extrêmement radical du cubisme, qu'on a pu appeler le cubisme analytique. C'est autour de 1909-1910 que Picasso va peindre aux côtés de Braque. On parle d'une cordée Braque-Picasso, et ils vont peindre essentiellement des natures mortes, donc dans l'intimité de l'atelier, avec donc un nombre de motifs extrêmement restreint, des motifs issus de la vie quotidienne, donc des verres, des carafes, des sièges, des tables. Au même moment, donc Gertrude Stein invente aussi une forme littéraire qui est beaucoup plus dynamique et qui se répond presque, je dirais, de manière en miroir avec ces toiles de Picasso et de Braque. Et on arrive à la fin de notre parcours. La Première Guerre mondiale va marquer évidemment une rupture importante qui bien souvent est évoquée comme le moment de la fin du cubisme. Ce qu'il faut dire, c'est que le cubisme, qui est une aventure absolument inouïe du point de vue de la réinvention des formes, va fonder totalement le travail de Picasso
mais également l'écriture de Gertrude Stein durant toute leur vie, vont nourrir totalement la scène américaine, notamment grâce à la poésie de Gertrude Stein, qui est une poésie, je le rappelle, écrite en anglais. Donc là, nous arrivons à la deuxième section de l'exposition, American Moment. Alors Gertrude Stein et Pablo Picasso vont accéder à leur grande reconnaissance américaine au même moment, dans les années 30. Gertrude Stein, elle, va obtenir sa grande reconnaissance avec un succès public inattendu, la publication de l'autobiographie d'Alice Toklas, dans laquelle elle raconte l'épopée des avant-gardes, du salon qu'elle a tenu chez elle rue Fleurus et de son amitié avec Picasso, donc qui est publié en 1933. C'est un immense succès, mais c'est assez éloigné de son inventivité littéraire. Et en fait, l'année suivante est joué pour la première fois l'un de ses opéras. Et donc, la première de cet opéra est donnée à Hartford en 1934 à l'occasion de la première rétrospective américaine de Picasso. C'est donc par les arts vivants que l'œuvre de Stein va être diffusée. Mais en fait, il faut surtout attendre les années 50 et 60 et l'influence prégnante de John Cage et de Merce Cunningham sur l'avant-garde new-yorkaise pour que toute sa radicalité poétique soit saisie et que son statut d'écrivaine majeure de la littérature moderniste américaine soit reconnu. Donc le Johnson, c'est un lieu très important de l'avant-garde new-yorkaise. Donc c'est un lieu où des poètes, des compositeurs se réunissent, mais aussi c'est le foyer de la danse postmoderne avec des danseuses et chorégraphes très importantes dont on peut voir des spectacles dans l'exposition, Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown. Et en fait, tous ces groupes, tous ces artistes vont se revendiquer dans la filiation de John Cage et de Gertrude Stein. Donc tous ces artistes vont en fait s'en emparer au point de l'ériger en référence de l'avant-garde américaine. Donc là, on arrive dans la salle que l'on a intitulée Géographie et Jeux, qui rassemble des artistes que l'on peut qualifier de néo-dada, donc Nem June Paik, Jasper Jones, Rauschenberg, qui est en fait le pendant plastique de la salle précédente Grammaire, puisque en fait tous ces artistes évoluent dans le New York Underground des années 60. Ils collaborent avec les chorégraphes et compositeurs de la salle précédente. Par exemple, Rauschenberg réalise les costumes des spectacles de Cunningham. Et donc il y a cette idée d'émulation où tous les arts collaborent et travaillent ensemble. C'est la génération d'après-guerre. Ils vont chercher à remettre en fait tous en question la modernité, le langage, en s'inscrivant justement dans la continuité des expérimentations cubistes menées par Picasso ou de cette déconstruction du langage par Stein. Alors que le mouvement Fluxus, le mouvement néo-dada s'empare de l'œuvre et de l'écriture de Gertrude Stein à travers la danse, la scène performative, un autre groupe d'artistes très plasticien va s'inspirer de la poésie de Stein pour construire un art qui lui aussi fait table rase des éléments constitutifs de la sculpture ou de la peinture. C'est l'art minimal. La critique d'art américaine Barbara Rose, dès 1965, a fait le lien entre cette poésie Stein, la poésie de Stein, et ce groupe d'artistes d'art minimal, parmi lesquels Joseph Kossut, dont on montre ici une série d'horloges un peu tardive, hein, mais qui reprend un des thèmes majeurs de la poésie de Stein, c'est-à-dire la figure du cercle, et qui renvoie évidemment au célèbre vers qui caractérise et qui est mondialement connu, qui caractérise la poésie de Stein, qui est « A rose is a rose is a rose ». Une rose est une rose est une rose. Cette figure stylistique de la répétition est évidemment saisie par nombre d'artistes. On a ici un anneau qui est celui de James Lee Byers. Stein, c'est une écriture, mais c'est aussi un emblème.
une héroïne américaine. Elle a beaucoup travaillé sur l'identité américaine, comme nombre d'artistes américains. Et aujourd'hui encore, la plupart des artistes qui vont travailler sur la poésie de Gertrude Stein ou évoquer son image s'inscrivent dans la lignée de toute cette histoire que nous l'avons vue. Mais c'est également une référence à une femme qui a assumé son homosexualité, qui était juive, américaine, et qui incarne également par ses écrits une forme de prise de conscience ou de complicité avec la cause noire américaine. On voit là le portrait de Warhol qui nous accueille au début de l'exposition, mais qui également est très présent à la fin avec l'ensemble des sérigraphies faites par Warhol sur les 10 juifs les plus importants du XXe siècle. C'est également évidemment lié à une figure comme celle de Gertrude Stein que l'on peut saisir le sens de cette œuvre de Gary Hill qui joue sur la question du genre entre le she and he, le il et elle, sur ces pronoms qui évoquent toute la problématique de l'écriture inclusive extrêmement actuelle. C'est avec ces pièces très monumentales, très contemporaine et en même temps très inscrite dans une forme d'art conceptuel politique, on pourrait dire, que se termine l'exposition et qui montre comment l'héritage de Gertrude Stein est aujourd'hui très fort, peut-être mal connu, alors il irrigue de manière très profonde tout l'art contemporain. C'est Karl André qui disait que Gertrude Stein, si elle avait été un homme, aurait été sans doute l'écrivain le plus important de la littérature américaine moderne.